Le chef de l'État a eu un tête-à-tête ce jeudi avec le président du Conseil européen Charles Michel. Les deux personnalités ont évoqué les problèmes de développement et ceux relatifs aux mécanismes de résolution de crises sécuritaires en RDC. Investi en début de cette semaine, c'est ce vendredi qu'aura lieu la toute première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Sama Lukonde à la Cité de l'Union africaine. Ces rendez-vous importants avaient été suspendus par le chef de l'État bien avant la rupture de la coalition FCC-CACH. Examen au Sénat de la loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Le vide juridique dans ce domaine constitue jusqu'à ce jour un grand handicap pour le développement de certains traitements. Et l'information comme bien public est le thème de la journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée ce lundi 3 mai. L'Union nationale de la presse du Congo annonce la remise d'un prix à 4 journalistes qui se sentent le plus engagés dans la lutte et la sensibilisation sur le Covid-19. Gabi Kouba, président de l'UNPC, sera avec nous dans ce journal. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, c'est la toute première visite d'une personne de ce rang en RDC. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a été reçu ce jeudi par Félix Antoine Tshisekedi. Ils ont ensemble évoqué plusieurs questions, notamment la question de l'appui de l'Union européenne à la présidence de l'Union africaine, ainsi que la question de l'insécurité à l'est de la RDC. Et à ce sujet, Tshisekedi s'est exprimé pour la première fois sur les nuits blanches que font les élèves devant la mairie de Beni pour réclamer la fin des massacres des populations. Le chef de l'État leur a demandé de ne pas se faire manipuler par les adultes avant de réitérer sa décision de se rendre à l'est de la RDC. Et à la primature, le Premier ministre Sama Lukonde a reçu le soutien de la générale des carrières et des mines. Les conseils d'administration de cette entreprise de l'État l'a déclaré mercredi à l'issue de l'audience lui accordée par le chef du gouvernement. C'est une importante délégation de la Générale des carrières et des mines, conduite par Albert Yuma Moulimbi. D'une seule voix, tous les membres du conseil d'administration, les hauts cadres de l'entreprise et la délégation syndicale ont réitéré leur soutien au Premier ministre Sama Lukonde afin qu'il réussisse la lourde mission lui confiée par le président de la République. Nous sommes venus ici à 2 titres. En tant que GECAMINE, pour dire notre fierté et notre joie d'avoir l'ancien directeur général de la GECAMINE élevé par le chef de l'État à la fonction importante de Premier ministre et chef du gouvernement. Donc c'est une joie et une reconnaissance pour la GECAMINE. Nous sommes venus aussi lui dire, en tant que filles et fils de ce pays, que nous reconnaissons que le chef de l'État, comme nous, a apprécié ses capacités et sa valeur. En réaction, le Premier ministre a promis d'être tout oreille aux problèmes de la GECAMINE afin qu'elle réalise de grands progrès. Il faut rappeler que cette rencontre avec la GECAMINE est la deuxième depuis que Jean-Michel Sama Lukonde a été élevé au rang de Premier ministre. La première a eu lieu lors des consultations initiées en vue de la formation du gouvernement. Et dans l'actualité également, après plusieurs mois d'interruption, le Conseil des ministres, la toute première du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, redémarre enfin ce vendredi à Kinshasa. C'est le chef de l'État qui va présider ce rendez-vous constitutionnel à la Cité de l'Union africaine, annonce le secrétaire général du gouvernement, Jean-Albert Ekoumbaki. Et je le disais, le Sénat a commencé ce jeudi l'examen de la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Initiée par le sénateur Kaoumba, cette proposition de loi vise à mettre sur pied une législation spéciale là où la loi sur la santé publique ne donne aucune indication. D'entrée de jeu, la plénière, sur demande du président du Sénat, a fait observer une minute de silence en mémoire des Congolais disparus dans un naufrage sur le lac Albert et à Beni. Modeste Batulukebo a également informé la plénière du retour des sénateurs de l'Ituri
aux séances plénières après la suspension de leur participation. C'était suite à la situation sécuritaire préoccupante dans cette partie du pays. S'agissant justement de l'économie de la proposition de loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain, l'auteur de ce texte a commencé par éclairer la religion de ses collègues sénateurs sur le fait que la loi interdit tout trafic du sang. Selon lui, cette proposition de loi vise à mettre sur pied une législation spéciale là où la loi sur la santé publique ne donne aucune indication. Le législateur de la loi sur la santé publique n'a pas suffisamment tiré les leçons, ni profit des expériences néfastes vécues par certains pays en Afrique et ou dans le monde avant de légiférer dans le secteur de transplantation d'organes ou autres tissus humains. Dans leurs interventions, plusieurs sénateurs ont salué cette proposition de loi qui reste tout de même inédite. Mais beaucoup ont proposé sa réformulation et sa restructuration. Le sénateur Kawumba a sollicité un délai raisonnable pour rencontrer les préoccupations soulevées par ses collègues. Le prix Toussaint Chimpumpu va récompenser cette année les journalistes qui se sentent le plus engagés dans la sensibilisation sur les Covid-19. C'est l'annonce de l'UNPC. Le prix sera remis ce lundi 3 mai à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et pour en parler, le président national de l'Union nationale de la presse du Congo est avec moi dans ce journal. Bienvenue à vous, monsieur Gabi Kouba. Merci beaucoup, Gaëtan. Alors, 4 journalistes précisément vont être primés ce lundi pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19. Pourquoi cette distinction spéciale Covid-19 ? Une question pertinente. Le 23 mars dernier, l'Union nationale de la presse du Congo a lancé son cinquantenaire. Vous le savez, elle a été créée en 1971 et nous avons totalisé 50 ans. Donc l'année jubilaire va se poursuivre jusqu'à la fin jusqu'à l'année dernière. Voilà. C'est toute une année. Et dans le calendrier, nous avions lancé ce cinquantenaire, il y a de cela quelques semaines, c'était le 23 mars dernier que nous avions lancé le cinquantenaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Et un calendrier a été établi, et parmi les activités du calendrier, il y a aussi la récompense des journalistes qui se sont distingués dans le traitement de l'information relative au coronavirus. Et c'est aussi dans la lutte contre la désinformation également. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de désinformation, il y a l'intoxication, il y a la manipulation, tout ça. Et Free Press, qui a financé ces prix, a estimé que nous puissions récompenser les journalistes qui se sont distingués dans le traitement de l'information relative au coronavirus. Et c'est à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse que nous allons décerner des prix aux journalistes de la presse écrite, la presse en ligne et puis la presse audiovisuelle. Monsieur le Président, est-ce que de manière générale, peut-on dire que les journalistes congolais étaient vraiment impliqués dans la lutte et dans la diffusion des informations sur le Covid-19 ? De manière générale. Oui, j'ai dit oui. De manière générale, j'ai vu beaucoup de journalistes. D'ailleurs, certains médias avaient même modifié leur grille de programme, notamment vous qui travaillez dans le secteur de l'audiovisuel, et même dans la presse écrite et la presse en ligne, il y avait toujours une page. Jusqu'à présent, ça n'a pas encore changé parce qu'on n'est pas encore sorti totalement du bourbier. Il faut être toujours circonspect. Donc, que ce soit ici à Kinshasa, tout comme à travers les provinces. Mais il y a eu pas mal de désinformations qui circulaient aussi. Ah oui, des désinformations, mais c'est le travail aussi des journalistes de corriger, parce que nous, on nous oblige d'avoir un traitement objectif. Et à l'occasion de cette journée, j'appelle également toutes les sections provinciales de l'Union nationale de la presse du Congo à organiser une activité. Ça peut être une réflexion, ça peut être également une conférence de presse, ça peut être une activité, mais qui entre dans les cadres de la liberté de la presse, parce que le thème de cette année est information comme bien public. Monsieur le Président, je ne vous laisserai pas partir sans vous poser cette question sur l'état des lieux de la liberté de la presse en RDC. Est-ce que la presse congolaise est libre ?
C'est vrai que je suis un peu partagé. Hein. Je ne peux pas dire qu'elle est ligotée ou elle est liée, parce qu'on est sorti quand même de la logique du MPR parti État il y a de cela une trentaine d'années, avec la naissance d'une presse qui voulait à tout prix s'émanciper, sortir de la logique étatique. Mais au regard de ce qui s'est passé, sur le plan quantitatif, on signale toujours les arrestations de journalistes. La dernière en date, c'est le journaliste de Bossolo Napoliti. Vous ne dites pas ça pour faire les yeux du chef de l'État. Non, ce n'est pas. Je ne suis pas en train d'encourager un régime répressif ou encore des lois liberticides. Mais il faut voir également la qualité du travail que nous faisons. Parce qu'il ne faut pas seulement condamner l'État, il faudra également que nous-mêmes aussi, parce qu'il y a cette notion de droit, devoir, et puis liberté et responsabilité du journaliste. Donc, notre code d'éthique et de déontologie professionnelle doit être comme une Bible pour les pasteurs. Merci Gabi Kouba Bekanga. Je rappelle, vous êtes le président national de l'Union nationale de la presse du Congo. C'est moi qui vous remercie. Et en bref, et en image, arrivé mercredi à Lubumbashi, l'épouse de Joseph Kabila, dans la capitale du cuivre, est venue prioritairement implanter la succursale locale de son ASBL Initiative Plus. Une méga cérémonie est d'ailleurs prévue à l'occasion le samedi 1er mai pour marquer d'une pierre blanche le lancement des activités de la branche okatongaise d'Initiative Plus OLK dans la région. Marie-Olive Lembe Kabila, qui tient à la réussite de cette journée, a présidé jeudi une réunion préparatoire avec l'ensemble des acteurs impliqués dans l'organisation de l'événement qui connaîtra la participation de plusieurs personnalités, toutes catégories socio-professionnelles confondues. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko Bolumbu, a présenté à la population de la ville d'Mbandaka les bandits en main armée, communément appelés Kuluna, qui ont terrorisé la population ces derniers temps. La police a réussi à appréhender 80 d'entre eux et les a remis à la justice. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de la mairie de Mbandaka en présence des membres du comité provincial de sécurité et une foule de la population qui était devenue nombreuse vivre en live cet événement. Plus d'une dizaine des bandits arrêtés, fruit d'une franche collaboration entre le gouvernorat et le service de sécurité. Tango, Tozui, Mokambi à la police, Asali Makasi, la commandant région, et à l'auditorat et partie civile de Moboni solution makambo emonani polele na mikorokotanga esengote. Pour le gouverneur Bobo Boloko, toutes les dispositions sont prises pour qu'après leur jugement, chacun réponde de ses fautes et par la suite, les objets volés seront restitués à qui de droit. Bato bakangi bango bazalaki 80 mais awa baye 53 misusu batikali kolakisa bino motuka oyo tobandaki kolela butike moi oyo bakangi yango koyo nango azali koyebana te batanga oyo yango toyaki na yango bomona yango wana. Entre-temps, les audiences foraines se poursuivent à la mairie et le gouverneur a présenté les véhicules de la police réhabilités et le numéro vert de la police pour une franche collaboration avec la population de la ville de Mbandaka. La ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, est de nouveau éclairée après 3 jours de coupure du courant électrique de la SNEL suite à une panne technique survenue au bassin de retenue du barrage de Kiyimbi, alimentant la centrale hydroélectrique de Bendera. Grande était la joie de la population de la ville de Kalemi qui a vu ses ampoules, moulins, téléviseurs et autres appareils électroménagers reprendre dans leurs milieux sociaux suite au rétablissement du courant après 3 jours d'une coupure intempestive. La division de production et transport du courant électrique de la SNEL Bendera, sous le leadership de son PTB, ingénieur Sagali Kaïté, a surmonté un défi sur le bassin des retenues d'eau du barrage de Kiyimbi qui s'est vu accumuler de plusieurs déchets de la forêt et de la boue, diminuant ainsi la pression d'eau dans la
la conduite forcée et occasionné l'arrêt brusque du groupe numéro 2 de la centrale qui alimente la ville de Kalemi et la cité de Bendera. Le barrage a été mis en service avec la centrale en juillet 1959. Le lac n'a jamais été curé. Ajoutez à cela la population qui s'est donné le luxe de procéder à l'exploitation artisanale de l'or. Et les résultats, c'est ce que nous avons connu. La réserve d'eau s'est épuisée. L'énergie potentielle était pratiquement nulle parce que de l'énergie potentielle, nous avons l'énergie de pression. La pression de fonctionnement de nos turbines, c'est à 67 kg par centimètre carré, mais les opérateurs ont vu la pression chuter jusqu'à 40 kg par centimètre carré. Sagali Kaïté s'est également émerveillé et n'est pas resté ingrat de voir l'accompagnement sécuritaire du gouvernement dans la mission qu'il a amenée avec son équipe dans la zone de production. Il a fait remarquer par ailleurs que le creusage artisanal en amont du barrage continue de façon clandestine et demande au gouvernement provincial de réprimer cette pratique pour garantir la vie de cette infrastructure de production du courant électrique. C'est dans quelques jours que le centre de santé de Kanina sera baptisé hôpital général de référence de Dilala. C'est ce qui a justifié la visite du vice-gouverneur et gouverneur ad interim accueilli par le bourgmestre Deogracias Kalubunda. Fifi Masuka Saini a visité tous les compartiments de la structure sanitaire. L'autorité provinciale a pris momentanément congé de son cabinet de travail pour quelques heures. Le vice-gouverneur et gouverneur ad interim a procédé à la remise des clés du corbillard pour la population de la cité Luilou en difficulté de transporter ses morts vers le cimetière, surtout que la cité a été dotée d'un frigo mortuaire. En remettant les clés de contact aux utilisateurs, la femme numéro 1 de la province du Cobalt les a invités à en faire bon usage. Elle était chaleureusement accueillie par le personnel. Fifi Masuka Saini est allée par la suite inspecter les bâtiments en construction de l'hôpital général de référence de Dilala, une structure qui n'était qu'un centre de santé. Elle a tour à tour visité les pavillons des malades, la maternité, le bloc opératoire, celui de réanimation et autres. Sous la conduite du bourgmestre de Dilala, des explications lui ont été fournies par les ingénieurs de l'entreprise chargée de cette tâche. À chaque étape, toujours soucieuse du confort et de la qualité dans la construction des ouvrages d'intérêt public, Masuka Saini ne manquait pas d'arguments pour orienter les techniciens. L'autorité provinciale a été impressionnée par ces innovations qui rentrent dans le cadre de la redevance minière. Masuka Saini a encouragé le bourgmestre Deogracias Kalubunda pour le travail abattu sous son impulsion, en conformité avec la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, mettant le bonheur de la population au cœur de sa politique. Dans les tout prochains jours, cette structure sanitaire moderne sera inaugurée. C'est un soulagement pour cette population autour de ces centres. Au lieu d'aller très loin, ils auront un centre moderne que vous avez vu qui peut aussi égaler à ce que nous sommes en train de faire en ville. Rappelons que la joie a inondé le cœur de la population environnante, des agents et du personnel soignant au passage de Fifi Masuka Saini, marqué par des chansons et des cris de joie. Et situation sociale très précaire dans le territoire de Miabi, province du Kasaï oriental. Manque d'eau potable, des érosions qui menacent les habitations. Bref, la population tire la sonnette d'alarme. Le député national Léon Toumba, élu de cette partie du pays, plaide pour l'intervention en urgence du gouvernement avant que le pire n'arrive. C'est dans une extrême pauvreté que vive la population du territoire de Miabi, dans la province du Kasaï oriental. Le constat est de Léon Toumba, député national qui a effectué récemment une descente pour palper du doigt la réalité sur terrain. La population ici, meurtrie, donne son témoignage. Nous cultivons nos champs et ceux-ci sont détruits par le Chinois qui produisent le diamant à l'assassin. Des champs détruits, manque d'eau potable, des ravins, des têtes d'érosion, autant des situations qui restent inacceptables en plein 21e siècle, a dit le député national Léon Toumba qui interpelle les autorités pour une solution urgente. Lors de mes vacances, j'avais choisi le mois de mars. En faisant ma ronde, je me suis attelé, c'est-à-dire j'ai été, interpellé par les citoyens, les riverains de chez moi. Mais très malheureusement, ils se sont
rendu compte que la SACIM, avec l'eau de l'exploitation des minerais, j'allais dire de diamants, qui est transportée, cette eau détruit ou a détruit totalement les champs de mes concitoyens. Il est de mon devoir de pouvoir faire l'écho. C'est-à-dire, je me dois d'être le porte-voix. Avec l'arrivée de l'équipe Samalou Condé, un gouvernement de guerriers, espérons que la population, non seulement celle du territoire de Miabi, mais aussi celle de toute la République démocratique du Congo qui attendent des solutions à leurs préoccupations. La Caisse nationale de sécurité sociale CNSS, bureau de Butembo-Lubero, a lancé mardi le paiement de la pension de retraite et des allocations familiales, dont les allocations prénatales et de maternité. Il est question de matérialiser les innovations contenues dans la nouvelle loi sur la sécurité sociale en RDC. Martial Bendelo. Les bénéficiaires sont notamment les retraités, les travailleurs et les femmes enceintes affiliées à la CNSS. En plus des bénéficiaires des allocations prénatales qui, elles, n'ont pas d'échéance de paiement, le paiement en cours à la CNSS Butembo-Lubero couvre les 2 premiers trimestres de l'année 2020 pour la pension de retraite, alors que les bénéficiaires des autres allocations familiales, eux, touchent leur premier trimestre de l'année en cours. Madame Viviane Massika Vivouya, l'une des bénéficiaires des allocations prénatales, encourage les habitants, hommes comme femmes, à s'affilier à la CNSS afin de bénéficier de cet avantage qui, pour elle, constitue un plus pour bien préparer l'avenue au monde du nouveau-né dans la famille. Il est question d'une somme d'argent qu'on nous remet. Les allocations prénatales sont celles qui imputent la surveillance médicale, les meilleures conditions de l'hygiène et de la santé de la mère et de l'enfant. Alors à quelles conditions? Raphaël Massoudi Bin Albati est le chef de service grave familial et liquidation de gestion des droits à la CNSS, bureau de Butembo-Lubero. C'est simple. Lorsque une femme enceinte ou la bénéficiaire qui introduit son dossier, le dossier doit être introduit en ayant 3 mois de grossesse, c'est-à-dire ça doit être introduit dans le premier trimestre. Nous avons premièrement l'immatriculation à la CNSS, le versement des cotisations sociales, la justification de temps de présence, c'est-à-dire l'assurance, ainsi que la clause de résidence. Par clause de résidence, les travailleurs et ses enfants doivent résider au Congo. Tous ces avantages rentrent dans le cadre des innovations de la nouvelle loi fixant les règles relatives au régime général de la sécurité sociale. Une condition principale pour en bénéficier, s'affilier à la CNSS, Caisse nationale de sécurité sociale. La députée provinciale Mariquette Mutinga a fait la ronde de quelques quartiers de la commune de Lansele pour s'imprégner de la situation sécuritaire de ce coin de la capitale devenue inquiétante. Victime des violences, la population de Lansele a étalé son inquiétude quant à l'insécurité qui sévit dans cette partie de la capitale. Toujours plus proche de sa base et à la recherche des solutions aux problèmes qui touchent la population de Lansele, sa circonscription électorale, la députée provinciale Mariquette Mutinga, parce qu'il s'agit d'elle, s'est rendue au quartier Ntuka pour échanger avec les habitants de ce coin de la capitale, dans le but d'orienter son action en faveur de ces derniers. Sur place, cette population lui a fait part de leurs conditions de vie qui leur empêchent de vivre en toute quiétude, notamment l'insécurité et l'impraticabilité des routes. Faisant d'une pierre deux coups, après sa descente au quartier Ntuka, où elle a reçu un présent, l'élu de Lansele s'est dirigé au quartier Givel, dans la même municipalité, pour apporter d'abord un soutien moral aux victimes des violences sexuelles. Ils ont pris les marteaux et ont détruit la maison. Puis, ils ont commencé à frapper mon petit frère avant de jeter et frapper l'enfant que j'avais à main. Ensuite, ils m'ont demandé de me déshabiller, puis ils m'ont violée. Je suis dans l'amertume. C'était vers minuit. Ils ont pris l'argent qu'on avait à la maison, puis ils m'ont violée. Signalons que la députée provinciale, Mariquette Mutinga, a promis de saisir les autorités après échange avec la police nationale congolaise afin d'assurer un suivi permanent pour déloger ces inciviques au risque de le voir revenir commettre le même forfait. Et parlons de l'ouverture de la session économique à la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo. Une occasion pour cette structure membre du Forum national de la jeunesse de réfléchir sur les pistes de solutions sur l'entrepreneuriat des jeunes pendant cette période de la pandémie due à la Covid-19.
Comment booster l'économie congolaise avec les jeunes entrepreneurs? Que faut-il faire pour décourager l'instrumentalisation des jeunes par les politiques? Voilà la problématique à laquelle devrait répondre la Fédération nationale des jeunes entrepreneurs du Congo, FNJEC, en sigle, membre du FNJ, à l'occasion de la rentrée économique marquée par la coupure du ruban symbolique par Patrick Katengo, président du Forum national de la jeunesse. Pour le coordonnateur du FNJEC, la rentrée économique permet d'évaluer ce qui a été fait l'année dernière afin de mieux préparer l'année à venir. Il était donc question que nous puissions faire une analyse de ce qu'a été l'année 2020, qui a été une année très difficile, mais nous osons croire que cette année 2021 sera meilleure parce qu'elle s'annonce déjà très bien. C'est une occasion pour les jeunes de prendre leur conscience en se lançant dans l'entrepreneuriat afin d'être indépendants, insiste Patrick Katengo. Lorsque l'État met des moyens conséquents à la FNJEC et à son géniteur qui est les forums nationaux de la jeunesse, je crois que les histoires prendront d'autres allures. Donc il y a lieu aujourd'hui de prier pour le pays, de prier pour le président de la République pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à maintenir notre pays dans une situation d'accalmie totale. Au cours de la session, plusieurs personnalités et jeunes qui ont marqué l'année dernière ont reçu des diplômes de mérite pour avoir posé des gestes d'une manière positive dans leur secteur. Les agents et cadres des lignes maritimes congolaises ont organisé une marche dans les rues de Kinshasa pour donner le go des activités sportives et culturelles de cette entreprise publique congolaise. C'était en présence de la directrice des ressources humaines de LMC. En effet, les lignes maritimes congolaises ont depuis juillet 2020 une nouvelle équipe dirigeante chapeautée par Cédric Chizainga. L'objectif de cette marche était non seulement de lancer les activités sportives, mais aussi assurer la visibilité de cette société commerciale de l'État congolais. La directrice des ressources humaines de LMC, qui y a également pris part, revient sur le sens de cette activité. Nous venons de lancer nos activités sportives à ligne maritime congolaise et pour un premier coup, c'est un coup de maître parce que vous voyez vous-même le nombre et vous avez vu comment nous avons marché, comment nous avons participé. Donc l'impression est favorable, très bonne. Depuis octobre, nous avons une nouvelle direction générale et cette équipe s'est lancée un objectif majeur, c'est faire des lignes maritimes congolaises une entreprise multimodale, régionale, au niveau de l'Afrique. Et comme il faut que notre entreprise soit une entreprise maritime, multimodale, régionale, il faut qu'il y ait des hommes capables de mettre cet objectif. La mise en œuvre de cet objectif partira par les hommes. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait des hommes pour animer ces objectifs, il faut que ces hommes soient sains des corps. Le directeur général des lignes maritimes congolaises, Cédric Chizainga, surnommé affectueusement haute tension par les agents, reste déterminé à mener à bon port cette entreprise. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, a présenté la feuille des routes pour les actions dans son ministère. La feuille de route entre dans la droite ligne de la vision du chef du gouvernement. C'est une feuille de route pour les actions prioritaires à mener au ministère des Ressources hydrauliques et électricité qui a été présentée au personnel du cabinet et directeur général des différentes structures et projets attachés à ce ministère. Le nouveau patron du ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mwenze, dit s'être imprégné prioritairement dans la finalisation du projet de construction de la centrale hydroélectrique de Boussanga, le barrage de Kakobola, Ruzizi 3, Zongo 2 et Nzelo, figurant parmi les priorités de son action pour améliorer la desserte en énergie électrique et d'eau potable par le renforcement des capacités et la construction des centres de captage d'eau. Dans la volonté absolue d'assurer la continuité de l'État, toute mon action est tournée vers le développement et le bien-être
du Congolais. Ainsi, le chef de l'État nous a enjoint d'attirer les investisseurs et mieux coordonner la gestion des grands projets dont la construction d'Inga 3 et de Grand Inga. À la suite du discours sur le programme du Premier ministre Samalou Kondé, le ministre de l'Énergie et hydroélectrique, Olivier Mwenze, a invité toutes les expertises du cabinet à se mettre ensemble pour répondre aux besoins présents de la population et accomplir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en matière énergétique. L'arrivée du nouveau ministre de l'Énergie et Ressources hydrauliques a suscité beaucoup d'espoir entre les personnels de ce ministère et membres de sa famille politique. En terminant, culture relevait les défis que connaît la RDC sur la culture d'œuvres d'art congolaises. C'est l'idée du film projeté au Musée national de la RDC à Kinshasa par le Cercle d'art des travailleurs de la plantation congolaise, en sigle KTPC, en présence de plusieurs invités de marque. Ce film nous relate l'histoire tout en expliquant la forêt congolaise, comment l'art pourrait relancer l'économie et vient proposer également les vies nouvelles. Aujourd'hui, comment produire autrement pour éradiquer la pauvreté des artistes en outre travailleurs de Luzanga. La soirée a connu 2 temps forts, à savoir les interventions tour à tour de chaque acteur et sculpteur, tout en démontrant l'exploitation forestière reliant l'Afrique en général et la RDC en particulier. Le président du 4PL explique comment l'art est associé à l'environnement. C'est que là, vous voyez comment l'art est associé à l'environnement pour apporter des solutions en termes de développement durable. Les films vous montrent quelques aspects sur le plan social, comment planteurs sont devenus des artistes et comment leurs activités ont été améliorées grâce au fruit de leur talent. Il y a aussi le volet économique parce que ça a un impact dans les milieux. Vous avez un musée qui est construit, c'est par... on n'a pas cherché la main d'œuvre ailleurs. En outre, M. Renzo Martins fait savoir comment cette communauté de Luzanga se vit de cette plantation. Avec des galeries d'art professionnelles, ce qui arrive souvent, c'est qu'eux prennent un pourcentage. Et donc, eux retirent un pourcentage, c'est normal dans le monde de l'art, que ce soit mon œuvre à moi ou de beaucoup toute autre personne. Et ils payent 50% à l'artiste. Et les autres 50% reviennent à la publicité. Ce concept démontre qu'avec les revenus de sa production, un artiste ne peut pas mourir pauvre. Il lui suffit de commercialiser ce qui lui revient pour trouver les moyens de survie. Place au rappel des titres à présent. Le chef de l'État a eu un tête-à-tête ce jeudi avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Les 2 personnalités ont évoqué les problèmes de développement et ceux relatifs aux mécanismes de résolution de crises sécuritaires en RDC. Investi en début de cette semaine, c'est ce vendredi qu'aura lieu la toute première réunion du Conseil des ministres du gouvernement Samalou Kondé à la Cité de l'Union africaine. Ces rendez-vous importants avaient été suspendus par le chef de l'État bien avant la rupture de la coalition FCC Cash. Examen au Sénat de la loi sur la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain. Le vide juridique dans ce domaine constitue jusqu'à ce jour un grand handicap pour le développement de certains traitements. Et l'information comme bien public est le thème de la journée mondiale de la liberté de la presse qui sera célébrée ce lundi 3 mai. L'Union nationale de la presse du Congo annonce la remise d'un prix à 4 journalistes qui se sentent le plus engagés dans la lutte et la sensibilisation sur le Covid-19. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, messieurs. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.